Alors, bonjour, je m'appelle Megan Joy, je suis professeure agrégée ici à l'Université Concordia en sciences politiques et mes co-auteurs sont Patrick Marier et Sandra Smith, que vous probablement connaissez déjà. Alors, le titre de cette présentation est une analyse des enjeux d'accès vécus par 6 groupes de personnes aînées marginalisées. Alors, l'article que je présente aujourd'hui fait partie d'un projet de recherche beaucoup plus vaste intitulé Les actions gouvernementales au Québec, impact sur les personnes aînées marginalisées ou vivant des dynamiques d'exclusion sociale. Et c'est l'un des projets financés dans le cadre de l'action concertée sur le thème des personnes aînées vivant des dynamiques de marginalisation et d'exclusion sociale. Alors, c'était proposé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Immigration, de Francisation et de l'Intégration, le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Société d'habitation du Québec et le Fonds de recherche du Québec. Alors, le projet examine la façon dont les actions gouvernementales ont une incidence primordiale sur l'exclusion sociale des personnes aînées marginalisées. Le projet est dirigé par Patrick Marier, moi-même, et implique des chercheurs de plusieurs universités du Québec et de nombreux membres sont des chercheurs du CREGES. Le projet se réalisera aussi en concert avec des partenaires expérimentés, ancrés dans le terrain et possédant une connaissance approfondie des réalités et des besoins de services des populations ciblées. Alors, en vieillissant, les personnes aînées doivent souvent faire appel à des ressources et des services formels et informels pour les soutenir dans leur volonté de demeurer à domicile, de préserver leur autonomie ou encore pour vivre en santé. Ces services sont encore plus importants pour les personnes aînées marginalisées. Alors, on sait que les prestataires de services sont multiples. Oui, il y a le MSSS, les OBNL ou le secteur communautaire, il y a les entreprises de l'économie sociale, les gouvernements locaux, gouvernements régionaux, aussi les entreprises privées. Et dans cet environnement de gouvernance, les enjeux de coordination entre ces acteurs et secteurs deviennent déterminants en termes d'accès aux services et soutiens dont les personnes aînées marginalisées ont besoin. Sur le terrain, ces populations peuvent vivre des défis de coordination similaires, comme accès difficile aux allocations et programmes publics, un financement précaire ou limité des programmes disponibles, une fragmentation des services et inégalités géographiques, les représentations négatives dont elles font l'objet, etc. Alors, on sait déjà qu'il y a beaucoup d'enjeux. Alors, en conséquence de cela, la province du Québec et ses municipalités ont développé et sont reconnues en matière de politique dans les domaines de vieillissement chez soi et les municipalités amies des aînés ou MADA. Il s'agit des politiques qui cherchent à aligner plusieurs domaines de services, de niveau de gouvernement et de secteurs, comme les OBNL, le gouvernement, secteur privé. En lien avec cela, récemment, il y a une préoccupation de la part de la province pour mieux comprendre la réalité des personnes aînées à risque d'être marginalisées. Pour les personnes aînées marginalisées, la coordination des interventions gouvernementales ainsi que les lacunes de cette coordination entraînent les répercussions particulièrement importantes. Alors, premièrement, c'est quoi la marginalisation? Alors, dans ce projet, nous reconnaissons le fait qu'il n'y a pas une seule définition de la marginalisation. Pour nous, la marginalisation, c'est multiple, comme l'a décrit cette citation. Elle ne se résume pas à une seule chose ni à un seul statut. Elle peut inclure soit l'absence des ressources économiques, le manque de connaissances, de droits et de capacités politiques, de reconnaissance et de pouvoir. Toutes ces absences et manquements sont des indicateurs de la marginalisation. Plusieurs groupes de personnes vivent des intersections de marginalisation dont les personnes aînées incluses dans notre projet. Alors, nous les appelons les personnes aînées marginalisées sans ignorer le fait que de manière plus générale, les personnes aînées sont marginalisées dans notre société. C'est une société qui agit. Dans le cadre du projet, nous nous sommes concentrés sur le processus de marginalisation expérimenté par ces 6 populations. Les personnes aînées immigrantes, les personnes aînées vivant avec un trouble mental grave, les personnes aînées en situation d'itinérance, les personnes aînées judiciarisées,
les personnes aînées LGBT et les personnes aînées vivant dans les milieux ruraux éloignés et vivant des formes de précarisation socio-économique. Elles vivent tous les enjeux de non-reconnaissance et de privation de droits et de ressources, incluant au niveau de la coordination des services de santé et services sociaux. Alors, pour la méthodologie, le projet a été mené sur 3 territoires du Québec, encore la Gaspésie, la région de Montréal, encore et la région du Québec. L'équipe de recherche a mené des entretiens et groupes de discussion auprès de 5 groupes pour un total de 134 personnes. Alors, ces 5 groupes ont inclus les 6 groupes PAM, les intervenants et gestionnaires qui travaillent dans le secteur public, le RSSS et dans les OBNL, les élus, les experts de la fonction publique et les participants d'une instance de concertation. Nous avons entrepris une analyse transversale des données qui documente les enjeux d'accès vécus par ces 6 populations aînées marginalisées ou PAM. Les 2 questions directrices de cet article sont, numéro 1, quels sont les problèmes communs d'accès aux services rencontrés par les PAM qui résultent de problèmes de coordination? Et numéro 2, comment les politiques et l'administration publique peuvent-elles relever ces défis de coordination pour améliorer l'accès aux services pour les PAM? Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui certaines de nos conclusions préliminaires. On a beaucoup de résultats. C'est un grand projet. OK. Alors, pour question numéro 1, et il y a beaucoup de croisements avec la présentation de Marie-Michel. Alors, OK, pour la question numéro 1 sur les problèmes communs d'accès. Alors, nous avons constaté des barrières de communication considérables. Il y avait des difficultés à trouver et à comprendre les formulaires et les informations sur les services publics et communautaires disponibles en ligne. Et c'était à cause des systèmes d'information déroutants, la langage technocratique et les hypothèses selon lesquelles tout le monde a accès à la technologie, et ce n'est pas toujours le cas. Aussi souvent, les informations ne sont disponibles qu'en français. Alors, un croisement ici des données avec l'autre projet. En particulier, les renseignements sur les services de santé et les services sociaux provinciaux, d'habitude, c'est seulement en français. Et c'était un problème. Aussi, le manque d'alphabétisation n'est pas toujours considéré et pris en compte. Et ça, c'est un enjeu. Des stratégies de communication inadéquates peuvent rendre ces populations dépendantes de leurs proches aidants s'ils en ont, sinon, cela crée un isolement considérable. Aussi, pour question numéro 1, il y avait également des barrières territoriales considérables. Cela comprend un accès plus difficile aux services de santé sociaux et aux groupes communautaires en dehors des centres-villes, comme dans les banlieues, les zones plus rurales des grandes villes, comme la ville du Québec, il y a les zones rurales dans, dans les grandes villes, et aussi dans les zones plus régionales. Alors, nous voyons donc une inégalité territoriale, aussi un peu de croisement avec l'autre projet. Il y a un manque de ressources et de services spécialisés dans ces zones et les PAM doivent des fois se relocaliser. Cela remet en question le concept du vieillissement chez soi. L'immensité géographique des zones régionales rend l'accès aux services fastidieux pour les PAM et pour les fournisseurs de services. Alors, le transport, c'est énormément important. Les fournisseurs de services doivent maintenir les ententes de coordination avec les services dans les autres lieux, comme on parlait du Nouveau-Brunswick. Alors, c'est une coordination entre la province du Québec et la province. Alors c'est ça qu'on parle. Alors, oui, ils doivent maintenir les ententes de coordination avec les services dans les autres lieux. Et ça, c'est compliqué en raison de comme différentes priorités politiques, si c'est les gouvernements, les différents systèmes d'information, une rotation de personnel. Aussi, on a un personnel de pointe et elle est partie, et on ne sait pas c'est qui, de personne de pointe. Alors, beaucoup d'enjeux comme ça. Alors, nous avons constaté que la solidarité familiale et communautaire est particulièrement forte dans les zones plus rurales et régionales. Mais cela encore peut rendre les personnes aînées marginalisées dépendantes de leurs proches aidants s'ils en ont, et sinon, cela crée encore un isolement considérable.
Ensuite, l'équipe a également noté qu'il existait les barrières ethnoculturelles et sociales. Alors, dans le domaine de la santé, il semblerait qu'il reste une formation insuffisante sur les interventions informées par les besoins uniques des PAM. Il y avait un manque de services informés par une connaissance des oppressions systématiques ou organisationnelles et leurs manifestations internes et externes, comme le racisme, xénophobie, classisme, homophobie, la transphobie. En lien avec ça, un manque de reconnaissance des expériences traumatisantes des personnes aînées marginalisées. Et aussi un manque de reconnaissance des fois du rôle important des proches aidants, comme la famille pour traduire, la famille choisie, par exemple. Et finalement, il y avait plusieurs barrières administratives et financières. Cela comprend peu de services et programmes spécifiques pour les PAM dans leurs intersections identitaires. Les services de base ou plus généraux dans les grandes institutions et dans la communauté ne sont pas toujours adaptés aux besoins spécifiques et complexes des PAM. Peut-être il manque du personnel qui ont les savoirs spécifiques. Il y avait les enjeux aussi avec l'admissibilité. Alors, c'était un problème. Dans un contexte de responsabilité gouvernementale mixte, des questions politiques qui concernent les PAM, on ne sait pas toujours clairement quel niveau de gouvernement est responsable de quoi. Ça, c'est un grand, grand enjeu. Il semble que ces niveaux de gouvernement ne se parlent pas. Ils fonctionnent des fois de manière isolée et verticale et les priorités politiques changent aussi. Les services sont offerts par de nombreux organismes communautaires qui sont des fois fragmentés et ont un financement précaire. Il manque de communication entre les organismes et le gouvernement des fois. Il y a un sous-financement pour les organismes communautaires et ça crée de la concurrence entre les organismes. Alors, on veut qu'ils se parlent, mais à la même fois, on crée les conditions de concurrence. Aussi, les différents organismes encore ont des modes de fonctionnement différents, peut-être les différentes idéologies, les choses comme ça. Et encore un roulement ou une instabilité de personnel. On sait que c'est un grand enjeu dans le secteur communautaire parce que c'est sous-financé. Alors, pour question numéro 2, comment les politiques et l'administration publique peuvent-elles relever ces défis de coordination pour améliorer l'accès aux services pour les PAM? Euh, on, on- on a comme deux niveaux de recommandations. On a les solutions au niveau plus d'intervention et les solutions plus niveau plus structurel. Alors, on commence avec les solutions au niveau de l'intervention. Premièrement, nous avons besoin du personnel bien formé et informé dans le réseau public qui a l'opportunité de contribuer à la coordination des services pour les PAM. Mais ça nécessite la stabilisation du personnel et implique un financement adéquat. La mise en place des formations obligatoires sur les réalités vécues par les PAM. La fourniture de l'information sur les ressources disponibles pour les PAM et aussi les intervenants pivots qui jouent un rôle d'accompagnateur pour aider les clients à naviguer dans la complexité d'un système. Ces solutions doivent être accompagnées de stratégies de communication créées en partenariat avec les PAM et les organismes communautaires qui sont accessibles à différentes langues, différentes capacités et à différentes ressources. Et ensuite, il existe également les solutions qui agissent à un niveau plus large, plus structurel. Cela comprend une adaptation des programmes et des services afin de mieux cibler les besoins spécifiques des PAM. Cela nécessite la mise en œuvre d'une approche proactive, flexible et de proximité, ancrée dans la réalité de leurs besoins. La reconnaissance et le soutien des organismes communautaires, y compris leur rôle dans la coordination des services, ça c'est nécessaire. Et cela nécessite un financement récurrent pour leurs missions et programmes, appuyer et accroître leur travail de coordination. Les intervenants font beaucoup de travail de coordination, ils comblent beaucoup de lacunes. Et aussi le respect de l'autonomie des organismes communautaires et aussi de réserver pour eux un rôle de leadership.
Nous avons besoin des politiques et des plans d'action qui proposent des initiatives pérennes, intégrant l'équité et disposent d'une structure organisationnelle qui comprend l'attribution de responsabilités spécifiques à l'égard de la coordination. C'est vraiment vague dans les politiques. On a besoin d'être beaucoup plus clair du organisation, structure organisationnelle et qui fait quoi. Et ça implique les parties prenantes, comme les parties prenantes provinciales et municipales intersectorielles, du RSSS, des organismes communautaires, les personnes aînées marginalisées et leurs proches aidants, pour vraiment co-construire les priorités des interventions auprès des différents groupes de PAM. Alors, en conclusion, les PAM vivent de nombreux obstacles pour accéder aux services dont elles ont besoin. Plusieurs facteurs y contribuent. Obstacles administratifs, un manque de financement adéquat pour des divers organismes et du soutien et de services desservant les PAM, un manque de coordination entre ceux-ci et les entités gouvernementales. Le secteur communautaire et aussi les municipalités se font déléguer de plus en plus de responsabilités de combler les lacunes dans les services pour les PAM, mais ils n'ont pas les capacités d'y répondre. On a parlé un peu de ça ce matin, le rôle des municipalités, mais on a besoin de vraiment, et de l'organisme communautaire, mais on a vraiment besoin de comprendre c'est quoi leur capacité politique, leur capacité de financement, les choses comme ça. Le réseau public québécois n'est pas en mesure d'y répondre non plus. Une réorientation des services est nécessaire afin d'adopter une approche plus proactive. La mise en œuvre de la coordination des services et du soutien aux PAM doit être soutenue et celle-ci doit être financée adéquatement et respecter l'autonomie et l'expertise des organismes communautaires. Et c'est tout pour moi.